Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'islamisme radical. Et oui, un sujet extrêmement important, mais souvent caricaturé. Entre ceux qui disent que l'islamisme, déjà c'est une insulte envers l'islam, parce qu'il n'y aurait pas d'islamisme, il y aurait juste l'islam, et que tout ça c'est une invention d'islamophobes, et les autres qui vont dire que tous les musulmans sont des islamistes, puisque l'islamisme s'appuie sur l'islam, c'est QFD, donc entre l'islamophobie et l'islamophilie, eh bien, il y a un juste milieu. Et oui, in medio stat virtus. Nous allons le voir aujourd'hui. Car la géopolitique, c'est complexe. Et justement, à propos de géopolitique, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Alors, commençons sur quelques définitions. C'est extrêmement important. Qu'est-ce qu'on entend par islamisme radical? Je vais faire aujourd'hui un petit peu deux parties. L'islamisme radical, par rapport à l'islam, les liens ou ce qui n'a pas de lien avec l'islam, car il y a les deux, il y a les sources endogènes et exogènes de l'islamisme radical. Certaines sources sont l'islam, donc on ne peut pas dire que ça n'a rien à voir avec l'islam. D'autres sources sont des apports extérieurs. Et on verra dans les deux autres sous-parties de la deuxième partie, qui sera le djihadisme, on verra les différents mouvements djihadistes et les enjeux autour de la lutte contre le djihadisme, les possibilités de lutter contre le djihadisme, et pour lutter contre quelque chose ou pour s'en prémunir, eh bien la première chose, le premier impératif, c'est de comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau de l'autre. Si vous ne faites que dire les djihadistes sont des méchants et ils tuent des gentils, on est d'accord que ça ne va pas faire avancer grand-chose dans la compréhension de ce qui se passe dans le cerveau de l'autre. Un petit peu comme un chasseur, il va éliminer sa proie, à un moment, le chasseur, mais il va étudier le comportement de sa future proie avec un détachement, aucun jugement et aucune haine. Il est extrêmement important, dans toute activité géopolitique, d'avoir une neutralité axiologique, Max Weber, ce qu'il appelle aussi la sociologie compréhensive, et de ne pas avoir de vision émotionnelle. Ça peut peut-être choquer de dire mettons-nous à la place de Poutine, ou mettons-nous à la place des Russes, ou mettons-nous à la place du Hamas, ou mettons-nous à la place d'Al-Qaïda, ou des frères musulmans, ou de Daesh. Mais on ne peut pas faire autrement pour comprendre un problème géopolitique. On ne peut pas faire autrement que de se mettre un instant dans le cerveau de l'autre, comme si on était l'autre. Car on peut comprendre ce qu'il a dans ses représentations, son système de représentation, donc ses motivations. Et quand on connaît les motivations de l'autre, eh bien, si on gère un État et qu'on veut se prémunir vis-à-vis de mouvements, de groupes qui ont des valeurs totalement hostiles, eh bien, si on connaît ces motivations, on peut peut-être les réduire. Car on ne peut pas uniquement lutter contre un phénomène par la répression, mais on lutte contre un phénomène d'hostilité de valeurs et de conflits géopolitiques et sécuritaires à partir justement des motivations qu'on va essayer de désamorcer et de rendre impossibles. Par toute une technique d'ingénierie sociale, de communication, de contre-communication et de contre-désinformation. Alors, l'islamisme radical, c'est un terme qui est né dans les années 80 avec un de mes professeurs, c'était mon professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence, Sciences Po Aix, c'était Bruno Etienne. Bruno Etienne qui a formé toute une génération d'islamologues, notamment Gilles Kepel. Bruno Etienne qui était conseiller de Mitterrand à l'époque pour les questions d'immigration et d'intégration, qui a créé l'IREMAM, qui est un grand ponte de la sociologie et de la science politique spécialisée sur le monde arabe et l'islamisme. Bruno Etienne a marqué toute une génération. Il a encore toute une équipe qui travaille dans son sillage à Aix-en-Provence et même à Paris, et dans toute l'école française de sciences politiques et d'études du monde arabo-musulman. Et il a écrit un livre en 1984, L'islamisme radical. Qu'est-ce qu'il exprime par là? Il dit l'islamisme, c'est l'islam, mais le isme induit quelque chose de plus idéologisant, de plus globalisant. Et radical, ça veut dire c'est le système de l'islam avec le isme, c'est-à-dire pas forcément terroriste ou violent, mais c'est un système total, englobant, qui gère tout l'individu. Mais radical, ça veut dire qu'il va avoir une dimension qui peut être violente, qui n'est pas forcément toujours violente au sens du djihadisme, mais qui peut devenir violente parce elle a quelque chose de totalitaire. Donc on est vers un totalitarisme, pas forcément en action, mais en mouvement. C'est la fameuse expression de M. Taguieff qui m'avait donné quelques conseils lorsque j'avais écrit mon ouvrage majeur sur le thème « Le totalitarisme islamiste
à l'assaut des démocraties. J'avais parlé de totalitarisme islamiste. Car l'islamisme radical, petite chose extrêmement importante à préciser, souvent mes interlocuteurs musulmans, mes élèves ou mes amis ou des gens avec qui je parle qui sont de confession musulmane, à juste titre me disent « mais pourquoi l'islamisme radical, ça devrait être connoté, et l'islamisme tout court, ça devrait être connoté comme étant radical, parce que depuis que Bruno Etienne a créé cette expression islamisme radical, avant on parlait d'islam, ou on parlait d'islamisme, mais comme synonyme d'islam. Depuis que Bruno Etienne a créé cette expression islamisme radical, le isme de l'islam est devenu péjoratif, puisqu'on l'a associé à radical. Et c'est pour ça que dans un glissement de sens, Bruno Etienne était converti à l'islam, Bruno Etienne était islamophile, un ancien combattant des Algériens indépendantistes anti-français, enfin il avait été un peu porteur de valise, il avait été comme beaucoup de professeurs de gauche ou d'extrême gauche, plutôt du côté des indépendances. On peut pas soupçonner Bruno Etienne d'avoir été islamophobe. Mais quand il a associé islamisme, le isme de l'islam, à radical, il avait mis radical exprès pour distinguer l'islamisme, le monde musulman, l'islam, de l'islamisme radical, donc l'islam radical, qui était, on parle parfois d'intégrisme, à mon avis, par erreur. Moi, je parle plutôt de totalitarisme islamiste. Le problème, c'est que parfois, de manière involontaire, il y a un glissement de sens, et islamisme radical, c'était un peu long. Les journalistes ont trouvé ça trop long, et c'est devenu islamisme. Sous-entendu radical. Mais le isme de l'islam, contrairement au isme de christianisme, judaïsme, bouddhisme, qui sont pas forcément péjoratifs, le isme d'islamisme est devenu en soi connoté, puisque on le disait pas, mais on l'associait à radical. Je le dis à mes amis musulmans, c'était pas volontaire pour faire du isme de l'islam le seul suspect. C'était tout simplement un glissement de sens, comme parfois ça arrive. Et maintenant même, en Italie, en Amérique, on commence à mettre le isme comme synonyme de radical, alors qu'en Italie, il y a encore pas très longtemps, un islamista, c'était celui qui étudiait l'islam. Moi, j'ai parfois été présenté en Italie comme islamiste. Donc c'est vraiment franco-français, ce glissement sémantique, mais comme la France souvent inspire d'un point de vue intellectuel d'autres nations, dans tout l'Occident maintenant, on a tendance à parler d'islamisme comme synonyme d'islam radical, ou de radicalisme islamique, ou d'islamisme totalitaire, ou de totalitarisme islamiste. Ceci dit, il y a un lien entre l'islam et l'islamisme, c'est ce qu'on appelle les sources endogènes de l'islamisme, définies comme l'islam radical, radical islam, comme disent les Américains, intégrisme islamiste, moi je préfère totalitarisme islamiste. Qu'est-ce qui vient de l'islam dans le totalitarisme islamiste, dans l'islamisme radical? Eh bien, déjà, c'est la charia, la loi islamique, c'est le fiqh, le droit islamique, c'est toute l'influence de l'orthodoxie, le corpus islamique orthodoxe. Si on parle de l'islam sunnite, 85% des musulmans adhèrent au sunnisme, 10 à 15%, certains disent 20 si on compte toutes les sectes et les sous-sectes, c'est plutôt le schisme, mais l'islam majoritaire, celui qui nous concerne, celui qui est présent en Europe, à 99%, c'est l'islam sunnite. Dans le monde sunnite, il y a 4 grandes écoles juridiques, dont l'école source de l'islamisme, qui est l'école hanbalite de Monsieur Ibn Hanbal, comme Shafi, comme dans l'hanafisme, comme dans le malikisme, Monsieur Malik. Il y a, si vous voulez, 4 écoles juridiques, et à chaque fois, un protagoniste de cette école a donné le nom à l'un des courants d'interprétation, pas forcément de la théologie, il n'y a pas vraiment de théologie dans l'islam, mais des courants de jurisprudence, car dans l'islam, on n'a pas affaire à une religion fondée uniquement sur des dogmes, comme dans le christianisme, mais un peu comme dans le judaïsme, ça va énerver certains, mais oui, judaïsme et islam ont beaucoup de points communs, sont des religions juridiques. Donc on a plus des écoles juridiques que des écoles théologiques, même si ça existe aussi. Donc la 4e école juridique de l'islam sunnite s'appelle l'école hanbalite. Elle est liée à l'école wahhabite, qui est une sous-école en Arabie Saoudite, même si elle est née en Syrie, mais elle est surtout incarnée aujourd'hui par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Et cette école du sunnisme la plus radicale, la plus politisée, la plus djihadiste, on le verra pour la deuxième partie, elle est propre à quelque chose qui est tout à fait officiel dans l'islam. À El-Azhar, j'ai rencontré moi-même le grand imam d'El-Azhar en Égypte en 2022, et j'avais été frappé par le fait que à El-Azhar, tous les courants de l'islam sunnite, et même chiite d'ailleurs, sont étudiés,
Et les courants même les plus radicaux de l'islam sunnite qui prévoient par exemple la peine de mort pour les apostats, la peine de mort pour les blasphémateurs, l'inégalité entre le musulman et le non-musulman, la femme et l'homme, le maître et l'esclave, tout cela est contenu dans la charia. La charia, pour ceux qui ne le savent pas, elle est composée pas uniquement du Coran. On dit souvent par erreur dans les médias, la loi coranique, ça n'existe pas. C'est la loi plutôt de la charia. Et la charia, elle s'inspire du Coran, mais aussi de ce que le Coran n'a pas prévu explicitement dans les détails. Et là, c'est plutôt l'équivalent de nos évangiles pour les chrétiens. Il y a des propos qui ont été rapportés par des témoins oculaires, prêtés à Mahomet. Mahomet aurait dit ça dans telle circonstance. Ceci a été transcrit, appris par cœur et ensuite transcrit. Et ça a été rapporté par toute une chaîne de transmetteurs. Et on appelle ça la science des hadiths ou la science du hadith. Et donc les hadiths, avec le Coran, composent l'essentiel de ce qu'on va appeler ensuite le corpus musulman juridique, la charia, le fiqh. Et donc, ceci est tout à fait présent dans l'islamisme. L'islamisme n'invente rien. Quand l'islamisme veut tuer les apostats ou les blasphémateurs, ou quand M. Qardawi, l'un des grands jurisconsultes des frères musulmans décédé récemment, c'est vraiment l'homme qui a été très important pour les frères musulmans égyptien, ensuite réfugié au Qatar, devenu qatari, et ensuite il a formé toute une génération d'islamistes apparemment bontins comme Tariq Ramadan ou d'autres, ou Iki Hussein, et il est devenu la référence suprême juridique des frères musulmans européens. Eh bien, il exprimait que la charia prévoit de jeter notamment d'une falaise ou d'un édifice, ou de tuer d'autres manières, mais en tout cas de tuer les homosexuels. On a plein d'exemples comme ça de charia qui sont exposés, par exemple, dans l'ISESCO, c'est l'UNESCO de l'islam, l'ISESCO, dans un livre qui explique comment les musulmans doivent se comporter en Europe, hein, l'ISESCO, on a tout un pan de juridictions chariatiques qui sont considérées comme valables et comme tout à fait à faire progresser progressivement en Europe. Donc on voit bien que l'islamisme radical s'appuie sur une doctrine orthodoxe de l'islam que l'on retrouve dans les 4 courants de l'islam sunnite, notamment les 2 courants les plus durs, les plus conservateurs, le malikisme qu'on trouve en Afrique du Nord et en Afrique noire, et bien sûr le hanbalisme qui va donner par la suite une vision, certains disent qui n'est pas fidèle à la première, mais la vision du wahhabisme, de quelqu'un qui s'appelait Wahhab, qui, avec les Saouds, a inspiré l'Arabie saoudite moderne. Et c'est pour ça que l'Arabie saoudite moderne, quand on était viré renvoyé d'Arabie la famille hachémite, qui était les gardiens des lieux saints de l'islam pendant 5 siècles, cette famille hachémite, descendant du prophète, a été remplacée par une famille qui est celle des Wahhabs, comme gardiens de l'islam pur. Et les Wahhabs ont donné une légitimité religieuse aux Saouds. Les Saouds, c'était une tribu de pouvoir, très liés aux Anglais et surtout aux Américains, et les Wahhabs, c'était le clergé qui, puisque la tribu au pouvoir qui a renvoyé les Hachémites n'avait pas de légitimité de héritier du prophète, eh bien les Wahhabites, extrêmement intégristes, religieux et aussi même totalitaires, avec une vision très ultra conservatrice et fanatique de l'islam comme religion politique, société et État, eh bien c'est comme ça que l'Arabie saoudite, ensuite, elle va être indépendante dans les années 30 et elle va être le pays le plus grand producteur de pétrole. Et puis, il y aura l'accord de Quincy avant, en 1945, entre Ibn Saoud et Roosevelt. Et plus tard, dans les années 60-70, l'Arabie saoudite va de plus en plus, les années 80-90, se rendre souveraine de son pétrole et nationaliser son pétrole qui au départ était géré par les 5 majors. Et elle va profiter de cette manne pour répandre partout le salafisme qu'on va retrouver chez nous. Donc j'en ai fini sur la première sous-partie, l'islamisme radical ou le totalitarisme islamiste ou l'intégrisme islamiste comme l'appellent certains, d'autres disent fondamentalisme islamiste. Il a une partie tout à fait officielle et donc on ne peut pas dire que l'islamisme n'a rien à voir avec l'islam. C'est une aberration. Puisque l'islamisme s'appuie, notamment, la plupart des islamistes s'appuient sur tous les courants, mais ils privilégient le courant
hanbalite, qui est aussi le courant, par extension, du sous-courant wahhabite, dont on a parlé à l'instant, et l'Arabie saoudite wahhabite a diffusé ce courant dans un contexte de guerre froide, mais aussi pour lutter contre le schisme iranien concurrent qui avait porté la révolution islamique à partir de 1979, mais du côté chiite, pour contrebalancer et le communisme soviétique et l'islamisme chiite concurrent. Eh bien, Ben Salman, l'homme fort aujourd'hui de l'Arabie saoudite, a dit dans plusieurs interviews, les Américains et l'Occident eux-mêmes m'avaient demandé et m'avaient permis de développer, enfin nous avaient permis, nos dirigeants de l'époque, de développer cet islam radical salafiste comme contrepoids au schisme iranien à partir de 79 et même avant, contrepoids au nationalisme arabe laïque, socialisant, nationaliste, lié lui-même à l'Union soviétique, que les Américains vont énormément appuyer contre les Russes lorsque les Russes soviétiques occupaient l'Afghanistan. Et c'est là que apparaît Al-Qaïda, la base de données, qui va permettre aux salafistes wahhabites saoudiens, leurs alliés pakistanais également très intégristes de l'ISI, les services secrets pakistanais, et la CIA, donc CIA, service secret pakistanais, Arabie Saoudite, vont faire venir de nombreux militants du monde entier, notamment beaucoup issus des frères musulmans, qui à l'époque étaient très liés à l'Arabie Saoudite. Jusqu'aux années 2000, l'Arabie Saoudite et les frères musulmans ne sont pas en guerre. À partir des années 2000, il y a une dissociation entre l'Arabie Saoudite et les frères musulmans, et surtout des années 2010, où c'est le Qatar qui devient, 2000-2010, le Qatar devient le pays phare des frères musulmans, et c'est pour ça qu'après l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar qui va le plus promouvoir ce salafisme réformiste, puisque les frères musulmans s'estiment être des salafiyas, mais des salafis mais réformistes, par opposition aux Saoudiens qui auraient un salafisme conservateur monarchique. J'en arrive à la deuxième partie. Donc on a vu qu'il y a une influence endogène dans l'islamisme, c'est-à-dire issue de l'islam en partie, mais il est vrai aussi qu'il n'y a pas que des choses qui viennent de l'islam dans l'islamisme. Je serai beaucoup plus court sur cette partie. Il y a une énorme influence communiste, révolutionnaire, tiers-mondiste sur l'islamisme moderne radical. Je m'explique. Le communisme, que ça soit Al-Qaïda, qui a beaucoup utilisé les thèses, notamment de Saïd Qutb. Saïd Qutb, c'était un des parrains du djihadisme. C'est un de ceux qui ont été les précurseurs du djihadisme. C'est un de ceux, il était frère musulman, il a failli être grand guide suprême des frères musulmans. Et Saïd Qutb, qui est autant aimé au sein du Hamas, Al-Qaïda, Daesh, que dans l'Iran chiite khomeiniste, Saïd Qutb est le père du djihadisme, c'est-à-dire de cette idée selon laquelle il y a 5 piliers de l'islam, mais en fait, il faut en rajouter un, le djihad. Pas le djihad contre ses propres démons, qui existe aussi, le grand djihad, mais pas le djihad el-nafs, mais le djihad fi sabilillah, ou plutôt au synonyme de qital, c'est-à-dire le combat et le fait de tuer des infidèles. Cette conception du djihad, ça va faire de la peine ou ça va peut-être ne pas plaire à certains musulmans qui écoutent cette vidéo, mais c'est pas moi qui l'invente. Il y a un djihad effectivement modéré, entre guillemets, spirituel, contre ces mauvais démons, et beaucoup de musulmans, à juste titre, disent que c'est le vrai djihad, le djihad pour s'améliorer, mais dans la tradition islamique, qu'on le veuille ou non, c'est pas une invention de qui que ce soit, si vous lisez Bukhari, Muslim, les grands textes de compilation du droit islamique et de la charia et du fiqh, eh bien, on retrouve une valorisation du djihad offensif ou défensif. Offensif si l'islam est attaqué, donc ça peut être guerrier, mais aussi défensif, mais aussi offensif lorsque, à l'époque du califat, quand il y avait des califats, l'une des prérogatives du califat, régulièrement, le califat avait pour mission de s'étendre et de conquérir des terres non musulmanes, comme ce fut le cas lorsque la Sicile, mais en un siècle avant, l'Espagne, même plus d'un siècle avant, l'Espagne en 711 avait été prise par le califat omeyyade qui avait émigré de Syrie vers l'Andalousie, El-Andalus. Donc on voit bien qu'il y a des racines endogènes, mais aussi exogènes, puisque Saïd Qutb, il n'est pas que l'inventeur du 6e pilier de l'islam, qui n'est pas dans l'islam au départ classique, c'est quelque chose qui a été rajouté. Le djihad existait, même violent, dans l'islam classique, mais comme 6e pilier, c'est un rajout.
Mais c'est un rajout de quelqu'un qui était communiste. Saïd Qutb, le père du djihadisme, a été communiste, il a vécu aux États-Unis, il était militant communiste avant de revenir en Égypte, révolté contre le libéralisme et la liberté des mœurs aux États-Unis. Comme beaucoup d'islamistes d'ailleurs, leur passage en Occident les a radicalisés et certains islamistes sont devenus islamistes et anti-occidentaux après avoir été pro-occidentaux ou horrifiés par les mœurs décadentes de l'Occident. Saïd Qutb, donc, va cesser d'être marxiste, mais il va incorporer dans sa stratégie du califat et du futur État islamique idéal, il va incorporer un système d'organisation de type marxiste révolutionnaire. Khomeini, du côté de l'islamisme chiite, va faire pareil. Il va reprendre toute la littérature de Che Guevara, de Frantz Fanon, avec les fameux déshérités, les opprimés de la terre, qui va directement prendre dans les écrits de l'écrivain Frantz Fanon. Et ça, c'est la source exogène, que ça soit dans l'islam sunnite de type djihadiste ou dans la révolution islamique de Khomeini, eh bien, il va y avoir un emprunt organisationnel théorique, psychologique, culturel, idéologique, un emprunt du gauchisme révolutionnaire de l'extrême gauche, qu'elle soit guévariste, qu'elle soit maoïste, les bases rouges de Mao vont inspirer Al-Qaïda, ou que ça soit les théories de Foucault, de Simone de Beauvoir, pas Simone de Beauvoir, plutôt de Foucault et du mari de Simone de Beauvoir, c'est-à-dire Sartre, et que ça soit aussi d'autres mouvements extrémistes, maoïstes, trotskistes et autres. Alors les trotskistes vont beaucoup influencer, eux, les frères musulmans. Donc plusieurs courants d'extrême gauche vont influencer respectivement des courants différents de l'islamisme radical. Ça, ce sont les sources exogènes, donc extérieures à l'islam. Et enfin, encore plus court, eh bien, il y a aussi une influence nazie. Ça paraît paradoxal, mais oui. L'islamisme, comme toute idéologie qui apparaît et qui veut se renforcer, qui veut se rénover, elle peut prendre chez les uns et les autres. C'est du en même temps. Et donc, par exemple, pour ce qui concerne le culte de la violence, le culte du guide suprême et la théorisation et l'emprunt d'outils extérieurs pour renforcer l'antisémitisme, ou plutôt la judéophobie extrêmement présente chez les islamistes qui pensent que les juifs, parmi les infidèles monothéistes tolérables en échange d'un impôt spécial et d'une humiliation, c'est le statut des juifs et des chrétiens, les pires sont les juifs, puisqu'ils auraient attaqué et trahi les musulmans quand Mahomet accueilli à Médine, se serait ensuite retourné contre les juifs qui auraient trahi Mahomet en refusant finalement l'ordre que Mahomet avait instauré à Médine, la fameuse communauté de Médine. Et ensuite, l'islam a conçu à partir de cette brouille entre Mahomet et les Juifs qui pourtant de Médine l'avaient accueilli au départ quand il avait fui les païens de la Mecque. Eh bien, depuis, il y a toute une littérature, une pensée, une conception qui voit dans le Juif et pas uniquement le sioniste comme on le voit aujourd'hui avec les militants pro-palestiniens, mais il y a même une diabolisation du Yahoud, le Juif tout court. C'est pour ça d'ailleurs que les islamistes, contrairement aux nationalistes arabes, souvent ne parlent pas du sionisme, ils parlent de Yahoud. Qardawi, l'ancien chef des frères musulmans, chef, guide, référence juridique des frères musulmans, Qardawi parlait souvent de Yahoud et non pas uniquement du sionisme. C'est plutôt les nationalistes arabes, syriens, irakiens qui parlent du Sayouniya. Les islamistes ne font aucune différence entre sionisme et juif global ou juif individuel, où qu'ils se trouvent, y compris à New York ou en Australie. C'est important de le rappeler. Donc cet antisémitisme est si violent chez les islamistes radicaux, qui est plus violent que dans l'islam classique d'ailleurs, pour justifier cette obsession antisémite judéophobe qui va plus loin que dans l'islam classique, eh bien, beaucoup d'islamistes se sont inspirés des écrits antisémites européens, notamment la Bible qui avait inspiré Hitler, les protocoles des sages de Sion. On retrouve les protocoles des sages de Sion cités dans la charte du Hamas. Ça nous met en lien avec l'actualité. On retrouve les protocoles des sages de Sion cités par beaucoup d'auteurs islamistes, que ce soit Khomeini ou que ce soit Saïd Qutb dont j'ai parlé. Et au-delà des protocoles des sages de Sion, beaucoup d'islamistes ne sont pas du tout adeptes de Mein Kampf, puisque pour eux c'est quelque chose de païen, de mécréant, mais de nombreux auteurs islamistes ont renforcé leur conception anti-juive, se sont sentis renforcés, légitimés, et ont pris des argumentaires en puisant dans toute la littérature nazie, de Mein Kampf au protocole des sages de Sion, en passant par le fameux testament politique d'Hitler, un texte qui avait été recueilli
par le dauphin spirituel de Hitler, Martin Bormann, dans un écrit qui a ensuite été publié par l'ancien banquier du nazisme, le Suisse François Genoux. Et on a toute une passation de pouvoir entre nazis et islamistes parce qu'il y avait l'ennemi commun juif. Et on sait aujourd'hui que de nombreuses personnalités des frères musulmans, notamment à Genève, au sein de la mouvance des frères musulmans à Genève qui a été installée par Saïd Ramadan, le père de Tariq Ramadan et le beau-fils du créateur des frères musulmans Hassan al-Banna. On sait qu'à Genève, un moment, des gauchistes qui étaient anti-sionistes et anti-occidentaux par gauchisme, et des nazis, ça paraît étonnant, des néo-nazis ou des anciens nazis historiques, eh bien, se sont retrouvés alliés aux frères musulmans à partir de Genève et de Saïd Ramadan, l'homme qui tenait une revue des frères musulmans qui incitait d'ailleurs à pourchasser les juifs. On voit bien que dans les apports extérieurs, il y a aussi tout l'apport de l'antisémitisme européen traditionnel avec les accusations de meurtres rituels qui viennent du Moyen-Âge chrétien, qu'on a retrouvé dans beaucoup d'écrits antisémites ou plutôt judéophobes islamistes. Donc on en a terminé avec la partie exogène, qui ne vient pas de l'islam, qui a complété la partie qui vient de l'islam, exogène, endogène. Enfin, le djihadisme. Le djihadisme n'est qu'une partie de l'islamisme. Et ça, c'est très important de le comprendre. Quand l'Occident disait en Syrie, nous luttons contre Daesh, ça permettait de justifier le fait de ne pas lutter contre Al-Qaïda, qui était allié des rebelles soi-disant modérés syriens entraînés par la Turquie, et ça permettait surtout de ne pas lutter contre les frères musulmans qui, par contraste, apparaissaient être des modérés. Le fait de dire que l'islamisme n'est un ennemi que parce qu'il serait djihadiste, et le fait de dire que depuis la guerre civile en Syrie, 2010, 2012, 2013, surtout 2014, 2015, avec la proclamation du califat, on a eu tendance à réduire l'islamisme dangereux d'un point de vue des valeurs occidentales au djihadisme, et à un moment, on a même réduit le djihadisme à Daesh, ce qui permettait à Fabius de dire que Al-Qaïda, même si ça a été plus ou moins démenti, en tout cas il faisait allusion au fait que certains groupes djihadistes faisaient du bon boulot, dixit Fabius. Alors après, l'a-t-il dit pour Al-Qaïda, c'est ce qui lui est prêté en tout cas, mais ce qui est certain, c'est que l'Occident a aidé de nombreux islamistes parce que l'erreur a consisté à croire que les seuls islamistes hostiles à l'Occident étaient des djihadistes, alors qu'en fait, ils tuent surtout des musulmans, et les djihadistes, depuis qu'ils existent dans leur théorie moderne, que je distingue du moudjahidine. Les moudjahidines, c'est un concept assez valorisant dans le monde musulman, c'est le combattant du djihad, mais ça peut être le djihad tout à fait noble, défensif, etc. Le djihadisme est un néologisme, même en arabe, c'est un néologisme qui est issu de la postérité de Saïd Qutb et qui érige le djihad comme quelque chose de presque supérieur à la prière et au bon comportement pour aller tout droit au paradis. Et c'est comme ça que les djihadistes d'Al-Qaïda, de Daesh ou du Hamas arrivent à recruter, puisque l'idée, c'est que si tu fais ton djihad, même si tu es fumeur de hachis, buveur d'alcool, même si tu as des fornications illégales avec des mécréantes, des païennes, des juives, des chrétiennes ou des musulmanes, eh bien, même si tu as une vie totalement dissolue, même si tu ne fais pas tes prières, même si tu n'as pas tes hasanets, tu n'as pas son système de points, tu ne fais rien pour avoir des bons points, eh bien, tu es rachetable, le simple fait d'avoir eu le courage de mourir et de tuer pour étendre le règne de l'islam ou tout simplement pour faire parler du califat. L'idée du djihadiste, c'est accéder au paradis quand plus aucune autre voie n'est possible. Et donc ça, c'est une toute petite partie de l'islamisme qui est à distinguer de l'islam politique, des frères musulmans qui, eux, sont parfois djihadistes. C'est pour ça que c'est compliqué, on peut être les deux à la fois. Les frères musulmans sont pour le djihadiste en Irak, en Syrie, dans certains contextes, on l'a vu dans certaines guerres ou guerres civiles, et ils le sont toujours en Palestine, à Gaza comme en Cisjordanie, contre le sioniste, qu'ils appellent d'ailleurs uniquement le juif, el-Yahoud. Et donc là, on voit bien que le djihadisme est minoritaire dans les frères musulmans, et il est minoritaire dans l'islam politique tout court. L'islam politique n'est pas forcément contre le djihadisme. Il est contre le djihadisme quand c'est la lutte permanente comme unique moyen de répandre l'islam. Pour les frères musulmans, c'est une erreur d'être tout le temps djihadiste. Ça doit être une nécessité dans certains cas isolés. Mais les frères musulmans, donc, eux, estiment que l'Europe ne doit pas être sujette aux attentats, et parce que l'Europe s'ouvre volontairement à l'islam et à son prosélytisme, à sa dawa, donc l'Europe est une terre
de da'wa, une terre de l'annonce, une terre du prosélytisme, une terre du témoignage, dar el-shahada. Et donc, les frères musulmans en Europe sont contre le djihadisme. C'est pour ça que je dis que dans l'islam radical, ou l'islamisme, le djihadisme est une toute petite partie de l'activité musulmane islamiste dans le monde musulman, d'ailleurs comme en Europe, puisque l'essentiel de l'islamisme aujourd'hui est représenté par les frères musulmans ou l'islam politique du style Erdogan ou pakistanais, un islam politique qui n'est pas djihadiste et qui parfois combat le djihadisme. Par contre, le djihadisme, c'est une toute petite partie de l'islamisme radical qui estime que les islamistes politiques font une erreur en acceptant de se prêter au jeu démocratique. Ils estiment que c'est déjà devenir infidèle que de mettre ses enfants dans l'école gérée par des infidèles, c'est déjà être infidèle que d'obéir au pouvoir infidèle, c'est déjà être apostat, donc infidèle de facto, traître à l'islam. On n'est plus un vrai musulman dès lors que l'on collabore avec l'infidèle. Les djihadistes sont des ultra-puristes qui estiment que l'unique rapport que peut avoir un musulman avec un non-musulman, c'est un rapport de guerre, dar el-harb. Et je conclurai là-dessus. À la différence de l'islam politique, le djihadisme, qui est une toute petite partie, estime qu'en Europe, contrairement aux frères musulmans et l'islam politique, en Europe, un musulman n'a pas le droit de séjourner. Il doit faire sa hijra, son immigration vers un État islamique, en espérant que ça soit le plus idéal et complet possible, où on applique pleinement la charia. En Europe, le musulman, pour les djihadistes, n'a pas le droit de séjour. Il ne peut être en Europe que si il aide à perpétrer des attentats et des actes djihadistes, ou si lui-même va jusqu'au bout en mourant et en tuant au nom du califat, de la charia, c'est-à-dire pour étendre le règne de l'islam, pas forcément en faisant des conquêtes territoriales, puisque quand un djihadiste meurt après avoir tué un professeur tué par des flics dans la rue, il n'a rien conquis. Mais il a conquis des esprits, puisque son acte djihadiste va attirer des médias, va faire parler de lui. Il a souvent fait une vidéo et une revendication écrite ou filmée. Les médias vont parler de la revendication. Et qu'est-ce qu'il a fait dans sa revendication? Ce djihadiste, en général, il dit qu'il était contre la persécution des musulmans, pour la gloire de l'islam, pour le califat, pour la charia, pour la lutte contre l'islamophobie. Bref, ce djihadiste, en général, commet un attentat avec une revendication dont il sait que la violence de son attentat, qui est terrible, c'est du live sensationnel, absolument horrible, ça va forcément attirer les médias. Donc, les médias parleront des revendications, c'est-à-dire les médias parleront de l'islam. En bien comme en mal. En mal, ceux qui vont dire tous les musulmans sont des terroristes. En bien, ceux qui vont dire tous les musulmans sont pas des terroristes et encore moins des fanatiques. Et donc, l'important, c'est qu'il y a une publicité. Donc, le djihadisme, pour conclure véritablement, est un phénomène publicitaire, et je vais vous étonner, qui vise à la conversion. Les djihadistes n'ont pas forcément la haine de l'humanité. Comme l'a dit Walter Laqueur, mais aussi Edouard Luttwak, deux grands stratèges américains qui raisonnent froidement et pas dans le jugement moraliste, etc. Ces deux auteurs, Walter Laqueur, spécialiste de la violence politique, comme Edouard Luttwak, grand stratège américano-israélien, et pourtant il pourrait avoir de la haine contre l'islamisme, il dit froidement, les islamistes djihadistes, ceux qui viennent vous tuer, n'ont pas de haine envers l'humanité. Ils ne vous tuent pas par haine. Ils vous tuent, alors là ça paraît complètement contre-intuitif, car ils aiment l'humanité. Et oui, ils pensent que l'humanité sera parfaite quand tout le monde sera musulman et quand tout le monde sera soumis à la vraie loi que Dieu a voulu comme perfection, comme système politique parfait pour les hommes. Après le judaïsme, la première étape, le christianisme, la deuxième étape, l'islam se voit comme le up-to-date. On a été à la fois upgradé et up-to-date. C'est-à-dire, l'islam est le perfectionnement du monothéisme. Si l'islam est la perfection du monothéisme, Kamil ou Al-Shamil, parfait, complet, eh bien, le système islamique voulu par Dieu, donc les lois voulues par Dieu pour les hommes, sont valables pour tout le monde, puisque l'islam est universel. Donc, le raisonnement d'un djihadiste, c'est puisque l'islam, c'est la perfection, et c'est Dieu qui l'a voulu pour toute l'humanité, indépendamment de toute race, de toute origine, eh bien, il faut que toute l'humanité devienne musulmane. Comment? En faisant parler de l'islam. Et comment faire parler de l'islam? En commettant des attentats. Certes, on va casser des œufs,
on va faire des attentats qui, à vue humaine, ont l'air horribles, puisqu'on va tuer des enfants, des femmes, parfois même des musulmans. À Nice, au 14 juillet, à Nice, des musulmans sont morts, y compris des filles qui avaient le voile, qui avaient l'air d'être des bonnes musulmanes. L'idée du djihadiste, c'est Dieu reconnaîtra les siens, et de toute façon, un musulman qui est en paix avec les non-musulmans et qui vit tranquillement et qui va à la fête du 14 juillet, il mérite de mourir puisqu'il est déjà mécréant. Rappelez-vous, seul le combat est acceptable pour un musulman qui vit dans un territoire non musulman selon les djihadistes. Donc les djihadistes se disent, on va casser des œufs, on va peut-être avoir l'air injuste, haineux, tout ce que vous voulez, mais nous savons que ça va faire parler de l'islam, le sensationnel va attirer les médias, les islamophobes vont parler mal de l'islam, parfait, on va pouvoir dire que tout le monde est raciste envers les musulmans, les islamophiles vont dire ne faites pas l'amalgame, le vrai islam est magnifique, ça permet aussi de faire une pub pour l'islam, les musulmans et l'islamisme. Donc dans tous les cas, ça va être une opération de marketing et c'est là que je parle de génie de l'islamisme. Ne jugez jamais un terroriste à partir du terroriste. Le terroriste, c'est le soldat. C'est l'arme que le djihadiste penseur va utiliser pour aller perpétrer un acte définitif qui va attirer les médias. Il ne faut pas juger le terroriste qui parfois est impaumé, parfois pas toujours, il ne faut pas les sous-estimer non plus, mais il ne faut pas juger le terroriste qui est un outil, il faut le comparer à une bombe humaine, mais est une bombe, c'est un outil, c'est une arme. Il faut par contre juger de l'efficacité de ce phénomène avec ce que font les cerveaux du djihadisme. Ils réussissent avec peu de moyens, à part le 11 septembre, en général ça coûte pas très cher les attentats terroristes, qui sont d'ailleurs de plus en plus inspirés et de moins en moins commandités, donc il n'y a pas de structure. Ils sont parfois sui generis, les soi-disant loups solitaires qui sont plutôt inspirés que loups solitaires. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que c'est une formidable publicité pour l'islam, qu'on en parle en bien ou en mal, on va en parler, et on va pouvoir dire que les gens sont islamophobes, et donc que les mécréants méritent d'être attaqués, puisqu'à chaque fois, dans les médias, c'est ce que me disent souvent des musulmans, et je les comprends, c'est humain. Beaucoup de musulmans me disent souvent, pourquoi les médias parlent toujours de l'islam? Vous êtes obsédés, vous en Europe, me disaient les intellectuels marocains il y a quelques mois, vous êtes obsédés par l'islam. Dans vos médias, on ne parle constamment. C'est la seule religion dont on parle tout le temps. Pourquoi vous ne parlez pas du christianisme? C'est tout à fait recevable, parce que les djihadistes ont réussi à faire parler de l'islam. Les mécréants tombent dans le panneau en faisant de la publicité pour les revendications des djihadistes. Ça choque les uns ou pas les autres, ou plus les uns que les autres. Du coup, on en parle. Et comme c'est sensationnel parce qu'il y a du sang, eh bien, les médias aiment en parler plus que d'autres cas qui mériteraient d'en parler. C'est vrai que chaque année, presque 300 personnes tuent leurs femmes ou leurs compagnes. C'est plus en moyenne que le nombre d'attentats terroristes chaque année. Donc, il faut comprendre l'autre aussi. Beaucoup de musulmans se disent c'est disproportionné. En tout cas, en Occident, ils tuent beaucoup moins de gens que dans les pays musulmans. Pourquoi vous parlez plus des attentats djihadistes que les femmes battues ou tuées chaque année, ou les accidents de la route, ou les gens qui sont tués par crimes crapuleux, etc. Tout à fait recevable. Mais ce n'est pas la faute des mécréants. Il ne faut pas en déduire que c'est l'islamophobe occidental, laïcard ou intolérant ou sioniste ou tout ce que vous voulez qui veut diaboliser les musulmans. Ceux qui ont organisé cela, ce sont les djihadistes qui ont réussi à polariser la société et par le sensationnel lugubre qu'ils créent par les meurtres, eh bien, ils attirent la médiatisation. Donc vous voyez, il y a une grande différence entre l'islam politique, les frères musulmans, qui pensent que l'Europe est une terre de prosélytisme pacifique, et donc il ne faut surtout pas perpétrer des attentats, parce que les frères musulmans pensent qu'ils vont réussir par la paix, par le djihad du verbe, par le djihad juridique, par la lutte juridique contre l'islamophobie, par les médias, par la culture, l'université, les petites écoles islamiques, les écoles maternelles, les écoles secondaires, les lycées islamiques, l'infiltration dans les milieux politiques, les milieux associatifs, les mosquées, les centres culturels islamiques, etc. Les frères musulmans pensent qu'on y arrivera beaucoup mieux à faire progresser la communauté islamique par la paix que par la guerre. C'est la seule différence entre djihadistes, islamistes et islamistes politiques. La source est la même, l'islamisme sunnite de type salafiste, wahhabite ou salafiste réformiste frères musulmans. Mais c'est en gros la même théorie, on retrouve Ibn Taymiyyah, on retrouve les mêmes références, on s'appuie sur les mêmes corpus dans les origines endogènes de l'islamisme, mais aussi exogènes, puisque les frères musulmans eux-mêmes ont été inspirés
comme des djihadistes par l'antisémitisme nazi ou européen classique et par l'organisation de type tiers-mondiste issue du gauchisme. On retrouve les mêmes influences endogènes et exogènes, le même but final, l'accomplissement d'un califat qui va être un empire musulman fondé sur la charia, qui va gérer toute l'humanité, donc le Lebensraum planétaire. Il n'y a pas de différence dans les grands buts, dans ce qu'on appelle la grande stratégie. Il y a une différence dans le modus operandi, dans les modus operandi. Les frères musulmans veulent progresser de manière politique, c'est pour ça qu'on parle d'islamisme politique ou islam politique, political islam, disent les Américains. Les autres pensent que seule la violence est créatrice, à l'instar des premiers combattants de l'islam après la mort de Mahomet, qui, il faut avouer que c'est miraculeux presque, c'est assez impressionnant, comme les Mongols, en quelques années, des combattants valeureux du djihad qui avaient plus d'amour pour la mort que pour la vie, qui avaient moins peur de la mort que les mécréants de la vie, eh bien, ces gens, en quelques années, en moins d'un siècle, sont allés jusqu'aux portes de l'Inde et jusqu'à l'Espagne, l'Andalous et même la France en 711 avant même le milieu du 7e siècle, le monde islamique, grâce à ces cavaliers du djihad qui avaient perpétré un djihad offensif, eh bien ils avaient conquis des territoires au détriment des deux plus grands empires de l'époque du Moyen-Orient et de la Méditerranée, l'empire byzantin qui a perdu les 2/3 de son empire, et de l'autre côté, l'empire perse qui furent vaincus en quelques dizaines d'années par quelques combattants djihadistes ou moudjahidines de l'époque qui avaient des armes beaucoup moins sophistiquées et qui étaient beaucoup moins nombreux. Et donc les djihadistes se disent, si les premiers combattants de l'islam, les successeurs de Mahomet, parce que Khalif, ça veut dire successeur, hein, le califat, c'est l'empire qui succède au pouvoir politique de Mahomet qui avait fait la communauté de Médine, les djihadistes disent, si au 1er siècle de l'islam, on a conquis le maximum de territoire. On n'est jamais allé beaucoup plus loin plus tard, à part les Turcs. En quelques années, on a détruit deux grands empires, un peu comme l'équivalent aujourd'hui de la Chine ou des États-Unis ou de la Russie. Eh bien, c'est parce que la force du djihadiste qui est prêt à mourir pour Dieu, pour Allah, pour la charia et pour le califat, c'est quelque chose qui va sidérer et qui va attirer les masses, c'est-à-dire une petite minorité extrêmement violente, mais pour une violence légitime qui est celle d'un but admirable dans le futur, qui est l'humanité pacifiée par l'islam, qui est l'unique solution, eh bien, cette cause-là, on l'a gagnée à l'époque par la violence. Et donc, c'est pour ça que les djihadistes disent, nous paraissons stupides, on perd souvent des territoires en Irak, en Syrie, à Gaza, quand on perd des territoires suite à des opérations terroristes, on perd des territoires, mais on gagne des esprits. Et ce sera d'ailleurs un prochain épisode sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner. Un prochain épisode, ce sera la suite d'aujourd'hui, mais un peu plus spécifique, la stratégie du Hamas à Gaza, qui a perdu des territoires, mais qui a gagné des esprits. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas juger du succès, de l'efficacité ou pas du djihadisme uniquement sur le fait qu'à court ou à moyen terme, des djihadistes peuvent perdre des territoires. Il faut raisonner à long terme car leur but, c'est d'étendre le règne des cerveaux soumis à l'islam, islam taslam, ceux qui vont accepter, ceux qui vont se soumettre et qui vont être bénéficiaires de la paix, la pleine paix, celle de l'islam, parce qu'ils se seront soumis à l'ordre islamique. Et donc ça, c'est extrêmement important de comprendre cette stratégie. Nous le verrons pour un épisode Gaza, Israël, Palestine. On fera le point. Mais en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube.